Donc bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis Noémie, sans E. Noémie avec eux. Donc aujourd'hui on va vous présenter comment survivre face au virus. Donc commençons par le commencement. Avec les agents infectieux. Donc l'homme vit sur Terre avec plusieurs micro-organismes. Parmi ces micro-organismes, il y a des bons micro-organismes qui sont inoffensifs pour l'homme, et on a des mauvais qui sont pathogènes, c'est-à-dire qu'ils entraînent une pathologie, donc une maladie. Parmi ces micro-organismes pathogènes, il peut y avoir des bactéries, des virus, des parasites et des champignons. Nous, on va se focaliser sur le virus, qui est une entité biologique très très petite, qui infecte des cellules dites hôtes. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles utilisent cette cellule pour se multiplier, pour produire des bébés virus qu'on appelle virions. Donc, en détail, le virus il présente à sa surface des sortes de clés qui servent à ouvrir des serrures qui se trouvent à la surface des cellules. Avec l'interaction du coup clé-serrure, le virus arrive à ouvrir la serrure et du coup il rentre dans la cellule, il l'infecte, il se multiplie à l'intérieur en utilisant la machinerie de la cellule et il produit des petits bébés virus qui s'appellent des virions qui sont après relâchés en détruisant en fait la cellule. La cellule éclate et comme ça les bébés virus virions ils sont libérés. Donc il faut savoir que certains micro-organismes pathogènes, donc comme je l'ai dit avant, ils utilisent en fait les cellules et en l'occurrence notre corps pour leur propre intérêt et souvent cela nous rend malades. Donc, pour se protéger face à ces micro-organismes pathogènes, on a le système immunitaire. Donc on va vous parler avant tout en fait de comment on se protège à l'échelle individuelle face à ces micro-organismes pathogènes, pour ensuite vous parler du vaccin et après parler d'une protection qui est plutôt collective avec l'épidémiologie. Donc le système immunitaire est composé de cellules immunitaires qui ont origine du coup sont produites et matures au niveau de la moelle osseuse et du thymus. Elles sont stockées au niveau d'organes secondaires, qui sont par exemple les ganglions lymphatiques. Souvent, c'est les ganglions qui enflent en fait quand on est malade. Et ces cellules, elles circulent dans le sang et dans la lymphe. Donc il y a différents types de cellules immunitaires, c'est très compliqué. Donc on va simplifier la chose en mettant et en créant des catégories ou des grands rôles pour ces cellules qu'on va expliquer plus tard. Mais avant tout, comment le système immunitaire peut nous défendre s'il ne sait pas qui est l'intrus. Donc pour ça, on va parler du soi et du non-soi. Qu'est-ce qui est le soi? Donc c'est notre corps, les cellules qui constituent notre organisme. Et de l'autre côté, le non-soi, c'est des cellules extérieures à notre corps ou des micro-organismes pathogènes ou des cellules anormales ou modifiées. Donc, au niveau moléculaire, donc, en détail, les cellules de notre corps, donc les cellules nucléées qui présentent un noyau, présentent à leur surface une molécule qui est en fait la carte d'identité du soi. Cette molécule, c'est la molécule du CMH1 qui est la molécule, le complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1. Donc, le système immunitaire n'attaque pas ces cellules car elles présentent à leur surface cette molécule de CMH1. Les cellules du non-soi, par contre, elles ne présentent pas à la surface de molécules de CMH1 et cela permet au système immunitaire de les identifier et de les attaquer. Des fois, les cellules du non-soi, elles peuvent être modifiées à cause de cancer ou d'infections virales et du coup, elles perdent en fait la molécule du soi à leur surface et elles sont attaquées par le système immunitaire. Donc normalement, le système immunitaire n'attaque pas en fait de molécules inoffensives venant de l'extérieur, par exemple des aliments ou le pollen, ou bien d'autres molécules, et ne réagit pas normalement contre des cellules qui présentent la molécule du soi à la surface des cellules. Par contre, il devrait réagir contre des micro-organismes pathogènes qui ne présentent pas à leur surface de molécules de CMH1. Oups.
Mais il y a des fois, le système immunitaire n'arrive pas à faire une bonne distinction entre le soi et le non-soi, et cela amène à plusieurs pathologies ou maladies, comme par exemple des maladies auto-immunes, comme le lupus ou comme la sclérose en plaques, dans lesquelles en fait, le système immunitaire attaque les propres cellules du soi. Il y a aussi des cas où on a une réaction qui est insuffisante. Dans le cas du sida, en fait, le virus n'est pas attaqué parce qu'il n'est pas reconnu comme étant du non-soi. Où il y a aussi une hyperprotectivité du système immunitaire qui attaque en fait tout et n'importe quoi. Bon, reprenons donc notre histoire. Imaginez que le corps est un château fort. Et ce château fort est protégé en fait par une armée qui est le système immunitaire. Le micro-organisme pathogène, pour conquérir ce château fort, il doit passer par 3 étapes, qui sont les barrières naturelles, l'immunité innée ou non spécifique, ou l'immunité et l'immunité adaptative et spécifique. Donc je vais vous parler avant tout de la première étape, qui sont les barrières naturelles. Donc les barrières naturelles permettent de délimiter l'extérieur de l'intérieur du corps. Elles sont basées par la peau, qui est une sorte de barrière physique, c'est un mur, et des muqueuses qui sont une sorte de fleuve en fait, et ce flux en fait, le courant en fait permet d'éliminer les micro-organismes pathogènes qui essaieraient de passer de l'autre côté du fleuve. Et comme exemple de muqueuses, on a les muqueuses buccales, muqueuses respiratoires, digestives, génitales. Et des fois, en fait, ces barrières naturelles sont fragilisées ou détruites à cause de piqûres, de brûlures, de coupures ou de maladies. Et en fait, cela permet de faire entrer les micro-organismes pathogènes dans l'organisme et de dépasser ces barrières naturelles. Et c'est là qu'on a un signal d'alarme qui se déclenche. Ce signal d'alarme est l'inflammation, qui est, peut-être vous avez pu remarquer, représentée par des symptômes comme la rougeur, l'enflement, la douleur, de la fièvre. Et ça, c'est le signal en fait, qui permet de recruter les cellules de l'immunité innée. Donc l'immunité innée est une réponse du système immunitaire qui est assez rapide, mais non spécifique. Elle est composée de 2 mécanismes qui sont en fait la phagocytose. Les cellules vont manger ou digérer ou englober le micro-organisme pathogène et ils vont le détruire en le mangeant en fait. Et de l'autre côté, il va y avoir un phénomène de cytotoxicité où des cellules vont produire des toxines qui vont faire exploser et donc faire mourir le micro-organisme pathogène qui est présent. Oups. Du coup, ça c'est une petite vidéo qui montre la phagocytose. Je ne sais pas si on voit, mais ici, il y a la cellule phagocytaire. Et ici, c'est le micro-organisme pathogène qui, en fait, essaye de s'enfuir. Mais on voit que la cellule phagocytaire va la poursuivre. Et à un moment donné, dans pas longtemps, elle va l'englober maintenant et elle va la digérer. Et en fait, la digestion du micro-organisme pathogène entier va donner des peptides antigéniques. C'est en fait des petits morceaux, des petits débris du micro-organisme pathogène après la digestion. Ça passe pas. Voilà. Donc après, ces peptides antigéniques, donc ces débris, sont présentés par des cellules qu'on appelle des CPA. Donc les CPA, c'est des cellules présentatrices de l'antigène. Donc déjà l'antigène, c'est quoi? C'est en fait le micro-organisme pathogène dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. C'est une molécule capable d'induire une réaction immunitaire. Et en fait, donc après la phagocytose, on a les débris du micro-organisme pathogène qui sont présentés par nos CPA aux cellules en fait, qui sont chefs d'orchestre de l'immunité adaptative, dont je vais vous parler plus tard. Et en fait, en présentant les peptides antigéniques aux chefs d'orchestre de l'immunité,
ces cellules vont réaliser une sorte de carte d'identité du micro-organisme pathogène. Ils vont l'étudier pour après adapter en fait la réponse immunitaire de façon plus spécifique au micro-organisme pathogène, au cas où il n'a pas été complètement détruit par la réaction immunitaire innée, donc par la phagocytose. Si par exemple dans la petite vidéo il y a la petite bactérie ou virus ou micro-organisme pathogène en général qui s'enfuit et qui n'est pas mangé, ben en fait il y a ce phénomène qui se produit. Donc, alors, reprenons les choses. Donc, il y a eu la phagocytose, digestion donc, de notre micro-organisme pathogène. On a ici donc, la présentation du peptide antigénique, qui est le débris du micro-organisme pathogène, à notre chef d'orchestre en fait, qui s'appelle le lymphocyte CD4. Donc, le lymphocyte CD4 est un chef d'orchestre puisqu'il permet en fait, d'initier la réponse adaptative ou spécifique, qui est divisée en deux parties, donc la réponse humorale et la réponse cellulaire, dont je vais vous parler tout de suite après. Oups. Donc, troisième étape, la réponse adaptative. C'est une réponse qui est plus lente, mais plus spécifique envers le micro-organisme pathogène. Donc, j'ai repris le schéma d'avant. On a dit qu'il y a deux parties. Je vais les détailler. La première partie, c'est l'immunité adaptative à médiation cellulaire. Ça consiste en fait en la destruction des cellules qui ont été infectées par exemple, un virus, et en fait qui présente le virus à l'intérieur de la cellule. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les chefs d'orchestre donc de l'immunité adaptative, les lymphocytes CD4, vont présenter une sorte de la carte d'identité du micro-organisme pathogène pour les reconnaître. Et les lymphocytes cytotoxiques vont produire des toxines en fait, qui vont détruire les cellules qui sont infectées et qui présentent donc le virus à l'intérieur de la cellule. De l'autre côté, on a l'immunité adaptative à médiation humorale. Pourquoi humorale? Parce qu'en fait, elle vise les virus ou les petits bébés virions qui se trouvent à l'extérieur des cellules. Et en fait, il les vise le chef d'orchestre ordonne à des cellules dites lymphocytes B de produire des sortes de flèches qui sont spécifiques et qui visent spécifiquement en fait, le micro-organisme pathogène. Et qu'on appelle des anticorps, les flèches. Donc les anticorps, c'est des grosses molécules qu'on appelle des protéines. Donc l'anticorps présente ici une partie variable et qui est spécifique en fait à l'antigène ou micro-organisme pathogène. Et on a une partie aussi constante qui est spécifique à l'espèce dans laquelle est produite l'anticorps. Donc dans notre cas, c'est l'espèce, c'est l'homme. Et en fait, la partie variable va s'accrocher au micro-organisme pathogène, alors que la partie constante, en fait, elle va être fixée par des cellules phagocytaires, celles qu'on a vues avant, qu'elles mangeaient le micro-organisme pathogène. Et en fait, cette cellule, elle va dévorer les anticorps et le virus qui a été fixé par les anticorps en même temps. Donc, de manière très rapide, pour résumer le tout, donc on a le micro-organisme pathogène qui est capturé, qui est présenté au chef d'orchestre de l'immunité. Cette immunité adapte une réponse qui est souvent l'anticorps, donc faite par les lymphocytes B, et au final, il détruit en fait, le micro-organisme pathogène grâce à ces anticorps. Donc, à la fin de cette réaction et l'élimination en fait, du micro-organisme pathogène, les cellules qui ont survécu à cette défense immunitaire deviennent des cellules mémoire. Pourquoi mémoire? Parce qu'en fait, elles ont déjà vu une fois le micro-organisme pathogène, elles savent donc quelle est sa carte d'identité et comment la détruire. Et donc, s'ils rencontrent à nouveau en fait, le micro-organisme pathogène, ils sauront d'autant plus rapidement et efficacement comment le détruire à nouveau. Et en fait, si on regarde bien, la première fois qu'on rencontre un micro-organisme pathogène, comme je l'ai dit avant, la réponse, elle est beaucoup plus lente et moins spécifique parce qu'on n'a pas ces cellules mémoire. Mais si on rencontre la deuxième fois le même micro-organisme pathogène, grâce aux cellules mémoire, on a une réponse qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus spécifique.
Et c'est ça qui permet de gagner face aux intrus qui essaient de conquérir le château ou dans notre cas, le corps humain. Mais les choses ne vont pas toujours bien. On peut rencontrer plusieurs problèmes. Le système immunitaire peut être des fois un peu défaillant. Dans le cas, par exemple, chez des bébés ou des enfants très jeunes, le système immunitaire n'est pas totalement développé, donc il est, disons, pas 100% performant. Et au cas inverse, en fait, il y a des personnes âgées qui ont du coup un système immunitaire qui lui aussi, il a beaucoup été utilisé et qui lui aussi est âgé, et donc il n'est pas à 100% performant. On peut avoir aussi des problèmes avec certaines pathologies, par exemple le sida, qui en fait détruit les chefs d'orchestre du système immunitaire adaptatif. Et en fait, on a un système qui est altéré et qui n'est pas capable de nous défendre correctement. On a aussi un système immunitaire qui est affaibli par certains traitements, par exemple des traitements contre des maladies auto-immunes, qui sont des immunosuppresseurs. Et ça rend les personnes un peu plus vulnérables face à certains micro-organismes pathogènes. On a aussi un système immunitaire qui n'est pas forcément assez rapide face à certaines maladies, comme par exemple Ebola, qui est un virus très agressif, qui provoque des hémorragies et qui vise les organes vitaux assez rapidement. Et en fait, le système immunitaire n'a pas le temps de se mettre en place et de combattre la maladie, enfin le virus en l'occurrence, avant que celui-ci ne tue la personne. Et dernier cas, on peut avoir des conséquences après infection, des conséquences assez graves. Dans le cas de l'hépatite B, en fait, l'infection en elle-même, elle va toucher le foie et va créer un cancer du foie. Et après, les conséquences derrière et les traitements sont très importants et voilà, c'est un problème. Donc la stratégie pour éviter ces problèmes, c'est en fait d'utiliser les cellules mémoire ou la mémoire immunitaire qui nous permet en fait d'avoir une réponse rapide et efficace et donc éviter tous les problèmes que j'ai pu, ou presque tous les problèmes que j'ai pu vous évoquer avant. Et pour ça, il y a le vaccin. Donc le vaccin est constitué donc de l'antigène ou du micro-organisme qui n'est pas pathogène dans ce cas-là, mais on va vous en parler après, qui est ajouté des fois un adjuvant. L'antigène, il peut être vivant mais atténué, il peut être tué ou inactivé, ou il peut être synthétique. Et du coup, on a 3 types de vaccins. Donc le premier vaccin, donc un vaccin vivant atténué, donc c'est vraiment un vaccin dans lequel on va mettre une partie de virus ou pathogène, donc bactéries, qui du coup sait se reproduire dans notre corps. Du coup qui va créer une infection au sens où elle va se reproduire dans le corps, mais par contre elle va avoir perdu son pouvoir pathogène, donc du coup elle ne va pas nous rendre malades. Et donc pour créer ces vaccins, produire ces vaccins, ce qu'on fait c'est qu'on prend, on prend le virus sauvage et en fait en laboratoire on va le faire infecter une certaine lignée cellulaire, donc juste des cellules comme si c'était notre corps. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au fur et à mesure du temps, on va les changer de lignée cellulaire. Donc on va les changer d'un tube à un autre, en gros. Et on va changer un petit peu les conditions à chaque fois de vie de ces cellules. Par exemple, on va diminuer la température. Donc là, on va partir de 37 degrés, ce qui est la température de notre corps. Ensuite, on va faire moins 1 degré, etc. jusqu'à arriver, par exemple, à 30 degrés. Et du coup, à la fin, en fait, les virus, vu qu'on a diminué la température de 1 degré à chaque fois, à la fin, ils vont être habitués à une température de 30 degrés. Donc du coup, ils vont être pathogènes pour des cellules et un environnement en fait à 30 degrés. Donc quand on va les mettre après dans le vaccin, et quand on va se les injecter, ils ne vont plus être pathogènes parce qu'ils ne vont plus être capables d'induire une maladie en fait à 37 degrés puisqu'ils seront habitués à un environnement à 30 degrés. Donc c'est une des façons, mais la température c'est une des façons d'atténuer un virus. Il y a d'autres façons, mais voilà. Et donc un exemple de vaccin atténué qu'on peut trouver, et même pour lesquels vous êtes probablement vaccinés, c'est la rougeole, les oreillons ou la rubéole, qui sont tous les trois en fait des bactéries qu'on a atténuées et qu'on injecte du coup en vaccin. Donc il y a des avantages et des inconvénients à ces vaccins. Donc
des avantages. Donc déjà, c'est un vaccin qui fonctionne très bien parce que, en fait, c'est vraiment le but, c'est d'induire une mémoire immunitaire, donc de présenter le pathogène une première fois ou les antigènes une première fois. Et là, en fait, c'est pile poil le même pathogène. Donc la réponse immunitaire, elle va être complète, elle va être durable, comme si on avait vu une première fois le pathogène. En plus, c'est peu coûteux parce que on a besoin d'un tout petit peu de matériel pour induire une super réponse immunitaire. Donc du coup, en laboratoire, ça ne va pas coûter très cher. Et vu que la réponse immunitaire, elle est complète et que le vaccin, que le virus ou la bactérie, elle est vivante à l'intérieur du vaccin, en fait, elle va réussir à se reproduire dans notre corps. Et donc du coup, elle va notamment être très immunogène et donc on ne va pas avoir besoin d'adjuvants, dont vous avez peut-être entendu parler dans l'actualité, on va dire, dont on parlera un petit peu après. Et donc du coup, ça c'est aussi un avantage, c'est qu'on a juste besoin de mettre en solution le virus ou la bactérie atténuée, de l'injecter, et avec quelques petits produits en plus pour former le vaccin, mais comme composé vraiment efficace, on n'a pas besoin d'adjuvant. Et ensuite, par contre, on a des effets secondaires du fait que, notamment, ça soit un vaccin vivant. En fait, on l'atténue, mais c'est possible que le virus ou la bactérie en fait, donne quand même une petite maladie. Typiquement, pour la rougeole, on a dans des cas, donc 1 sur 10 millions, on peut avoir des encéphalites. Donc il faut savoir que les encéphalites, par exemple, c'est quelque chose que la rougeole donne de temps à autre. Donc c'est 1 sur 1000 à 10 000 cas pour la rougeole. Donc en gros, on a potentiellement les mêmes symptômes, mais avec des proportions qui sont vraiment infimes comparées à si on avait vraiment eu la rougeole naturellement. Donc pour les oreillons, c'est pareil, on peut avoir la méningite comme effet secondaire, mais les proportions sont infimes. Et ensuite, donc, comme autre effet inconvénient, on a aussi le fait que ce soit des vaccins fragiles du fait qu'ils soient vivants, en fait. On a besoin de les maintenir en vie, tout simplement. Donc, il faut maintenir la chaîne du froid, ce qui peut être compliqué, ce qui est un inconvénient. Et ensuite, ils peuvent être aussi, ils sont contre-indiqués chez les patients immunodéprimés et les femmes enceintes, notamment à cause des potentiels effets secondaires. On ne prend absolument aucun risque et donc du coup on ne va pas vacciner des femmes enceintes ou des patients immunodéprimés avec des vaccins vivants, atténués du coup. Ensuite on a les vaccins tués ou inactivés qui pour le coup sont des vaccins complètement, du coup, qui sont composés de virus et de bactéries complètement morts mais complets. Et qui ont, vu que de toute façon ils sont tués, perdu leur pouvoir pathogène. Donc ça, des exemples typiques, c'est la grippe, la polio, la rage ou l'hépatite A. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est que de l'agent pathogène entier, on va lui donner un traitement chimique ou alors supprimer ces gènes de virulence et du coup on obtient un pathogène tué ou un pathogène inactivé. Donc par exemple, pour supprimer les gènes de virulence et casser l'ADN du virus, on peut utiliser des UV ou de la chaleur et ça marche bien pour inactiver le pathogène. Donc ils ont aussi des avantages et des inconvénients. Typiquement, il y a très peu d'effets secondaires parce que là, pour le coup, l'antigène et du coup le virus ou la bactérie est complètement tué, donc ils ne vont absolument pas infecter l'homme puisque il n'est pas vivant, il n'y a aucun risque. Et par contre, ils fonctionnent un peu moins bien parce que vu qu'ils ne sont pas vivants, du coup, ils ne sont pas capables de se reproduire un petit peu à l'intérieur de nos cellules et du coup de les infecter puisque ils sont morts. Et donc du coup, la réponse immunitaire, en fait, elle est incomplète et il y a des rappels qui sont nécessaires. Et quand on dit rappel, c'est que, en fait, par exemple, dans le cas de la rage, on a besoin, si vous faites toutes les vaccinations, en fait, elles durent pendant ces 5 ans, je pense. Et donc du coup, au bout de 5 ans, en fait, vous êtes plus protégé à cause du fait que la réponse immunitaire, elle était incomplète à la base. Et ensuite, vu que les vaccins, les pathogènes sont tués ou inactivés,
En fait, on a besoin d'adjuvants dans ces cas-là pour dire au corps, bon bah voilà, on te donne un antigène, il faut que tu le reconnaisses et il faut que tu réagisses contre cet antigène. Et donc du coup, on met des adjuvants pour justement pallier cette réponse immunitaire incomplète. Et leur coût est élevé parce que du fait de la réponse immunitaire incomplète, on a besoin de mettre beaucoup d'antigènes pour pouvoir induire une bonne réponse quand même. Et donc du coup, c'est pour ça que leur coût est notamment élevé. Et ensuite, il y a un troisième type de vaccins qui sont les vaccins synthétiques complètement. Donc leur but, en fait, c'est d'éliminer les inconvénients des vaccins précédents, donc les effets secondaires, les possibles, la chaîne du froid, par exemple, et la réponse immunitaire incomplète. Donc là, le but, ça va être en laboratoire de créer, de produire soit des antigènes, donc comme ici, soit carrément de mettre, de donner de l'ADN en fait directement dans les vaccins, donc à nous-mêmes, pour qu'on puisse de nous-mêmes synthétiser l'antigène. Donc l'antigène n'est même pas produit en laboratoire, mais il est produit directement par nous dans nos cellules. Et donc tout ça en fait pour aussi diminuer les coûts, parce que en fait ce qui coûte cher dans ces vaccins-là, c'est surtout la recherche pour développer des moyens de production comme ça, mais finalement, après, une fois qu'on sait exactement comment, par exemple, ici, produire des antigènes en laboratoire, il suffit de les produire et ensuite, on a les antigènes qui, du coup, n'ont pas d'effet secondaire puisque ce sont juste des antigènes et même pas des bactéries ou des virus. Et donc du coup, pour les deux derniers types de vaccins, donc les vaccins synthétiques, tués, donc inactivés ou synthétiques, en fait, on a besoin d'adjuvants parce que, donc, notamment ces deux vaccins ne sont pas vivants, comme je le disais, et donc du coup, en fait, il va falloir augmenter la réponse immunitaire contre cet antigène dans ces vaccins-là, et donc c'est pour ça qu'on met des adjuvants, et on en met aussi pour réduire la quantité d'antigènes qu'il faut par dose. Donc c'est pareil, c'est au lieu de mettre une dose énorme pour que le système immunitaire se rende compte tout seul qu'il y a un antigène et qu'il faut réagir contre celui-ci, en fait on va mettre un adjuvant qui va dire du coup au système immunitaire qu'il y a une potentielle infection, et comme ça le système immunitaire va un petit peu réagir, et ensuite il va voir l'antigène. Et du coup, l'un dans l'autre, il va générer la réponse immunitaire et donc du coup donner la mémoire cellulaire. Et donc dans le cas de vaccins vivants atténués, on n'a pas besoin d'adjuvants puisque les vaccins sont vivants, les virus sont vivants, donc il n'y a pas de souci. Et donc des exemples d'adjuvants, il y a notamment le sel d'aluminium dont vous avez dû entendre parler. Des émulsions ou des phospholipides. Du coup, comment il marche le vaccin sur le système immunitaire? C'est en fait un peu le même mécanisme de quand je vous ai parlé du micro-organisme pathogène qui veut rentrer en fait dans le corps, sauf que à la place en fait du micro-organisme pathogène, c'est le micro-organisme mais sans nous rendre malades. Donc le fonctionnement est plus ou moins le même, il est reconnu, il est présenté et par les CPA, donc les cellules présentatrices de l'antigène, et le chef d'orchestre va faire cette fiche d'identité ou carte d'identité du pathogène et du coup faire une réaction avec des anticorps, des flèches qui sont spécifiques contre le micro-organisme pathogène, où il va faire exploser une cellule qui peut être infectée. Donc en fait, avec le vaccin, ce qu'on fait, c'est qu'on induit la première réaction immunitaire, donc la première fois que le système immunitaire rencontre le micro-organisme pathogène, même s'il l'est pas, et en fait, il induit une première réponse immunitaire sans rendre malade la personne. Du coup, on n'a aucun problème le système immunitaire ne réagit pas suffisamment assez rapidement face à une agressivité du virus, par exemple, comme chez Ebola. Et en fait,
ce qu'on aimerait bien faire, c'est que le jour que notre système immunitaire rencontre vraiment le micro-organisme pathogène, on est déjà dans la deuxième réponse immunitaire, qui est la réponse la plus rapide et la plus efficace. Et donc, on n'aurait aucun problème à réagir efficacement contre le micro-organisme pathogène. Parce qu'on a justement les cellules mémoire qui ont déjà une carte d'identité de notre micro-organisme pathogène et qui savent comment le détruire. Et comme ça, en fait, on permet aux personnes qui n'ont pas un système immunitaire 100% performant de se battre plus facilement face aux micro-organismes pathogènes. On est en train de travailler dessus, et j'ai travaillé personnellement dessus pour un vaccin contre le VIH, donc le virus qui provoque le sida. On essaie de créer un vaccin qui bloque le virus et qui détruise ou élimine les chefs d'orchestre de l'immunité adaptative. On résoudrait avec les vaccins, comme je vous ai expliqué avant, avec Ebola, on bloquerait Ebola assez rapidement. En vaccinant les personnes, on aurait déjà rencontré une fois Ebola, et donc on aurait la deuxième fois qu'on rencontre Ebola, on aurait une réaction immunitaire qui est beaucoup plus rapide, et en fait on a tellement plus rapide qu'on serait plus rapide du virus Ebola. Et donc on aurait eu un système immunitaire qui est déjà là, présent pour combattre le virus, avant qu'il nous provoque des hémorragies et qu'il détruise nos organes vitaux. Et on bloquerait aussi avec les vaccins en fait, des virus comme l'hépatite B, qui nous conduit à avoir des cancers du foie, et ça nous éviterait de faire des transplantations après de foie et des traitements très très lourds derrière. Voilà, et donc du coup on va passer à la troisième partie qui est comment on se protège, comment on protège une population face à un virus. Donc par exemple quand on a une épidémie de virus, comment on fait pour se protéger. Donc dans le cas basique, du coup, en fait, quand un virus est dangereux, on va essayer de regarder déjà, de faire un petit peu la carte d'identité du virus, et du coup, on va essayer de se préparer donc, à l'échelle d'une population à la maladie. Par exemple, on va essayer de développer une vaccination si c'est possible et qu'on voit que le virus est grave. Par exemple, si on voit que la grippe va être grave cette année, tous les laboratoires vont se dire ok, là on va chercher un vaccin de la grippe spécial pour ce danger. On peut préparer les hôpitaux aussi, on peut avoir des politiques publiques pareil, pour prévenir et informer la population qu'une épidémie est en train d'arriver. Ensuite, pendant l'épidémie, de façon assez basique, on essaye de limiter la transmission de la maladie. Donc on a des mesures d'hygiène, on va éviter les rassemblements de personnes, donc on peut par exemple fermer les écoles si c'est nécessaire. On va aussi éviter les mouvements de population. Dans le cas du virus Ebola, par exemple, on avait fermé les frontières, parce que, pour éviter que le virus se transmette dans d'autres pays. Et aussi, il faut gérer les hôpitaux pour qu'ils soient en capacité de gérer les malades. Et ensuite, après, il y a aussi un grand travail, une fois que l'épidémie est complètement finie, pour comprendre en fait ce qui s'est passé, comprendre exactement ce qui s'est passé avec le pathogène, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qui a été infecté, qui on devrait mieux protéger la fois prochaine, etc. Et du coup, en fait, tout ça est un petit peu étudié par l'épidémiologie, en fait, qui fait de la surveillance tout le temps de plein de maladies. Donc, qu'est-ce que l'épidémiologie exactement ? En fait, c'est vraiment le suivi spatio-temporel des cas pour toutes des ennuis de santé que pourraient avoir les hommes. Donc là, typiquement, c'est un rapport de Santé publique France sur les cas de grippe. Donc là, du coup, c'est les taux de consultation pour syndrome grippal l'année dernière. Donc on voit qu'ils font des rapports avec chaque semaine le nombre de personnes qui ont consulté leur médecin pour un syndrome grippal, et ils classent les consultations en fonction de l'âge des patients. Donc, par exemple, là, on voit que les personnes de moins de 5 ans en fait, ont beaucoup plus consulté que les autres. Donc, peut-être que pour cette année, il y a quelque chose à faire sur limiter la transmission chez les enfants de la grippe.
et notamment un des axes majeurs de l'épidémiologie. Donc, on essaye de comprendre les épidémies, et pour les gérer, il y a des choses majeures qu'on fait, c'est qu'on essaye de regarder un peu comment la vaccination peut aider à contrôler une épidémie. Donc, comment en fait on décide d'utiliser la vaccination? Donc, en France, il y a la Haute Autorité de la Santé, qui s'appelle maintenant Santé publique France, qui a un protocole très long et très compliqué pour essayer de voir quand est-ce qu'on va décider d'utiliser un vaccin, quelle politique il faut avoir pour la vaccination, quand est-ce qu'on rend une vaccination obligatoire, quand est-ce qu'elle n'a pas besoin d'être obligatoire. Donc il y a majoritairement 3 commissions, donc une commission qui s'occupe un peu des sous et qui va regarder si le budget et en fait, si budgétairement on peut vacciner la population, et notamment si au niveau de la santé publique, en fait, la vaccination va peut-être coûter moins cher que toutes les infections qu'on va avoir à l'hôpital, etc. Et il y a aussi une autre commission ici qui est plutôt sur les stratégies vaccinales et du coup sur la modélisation et de regarder un petit peu si on vaccine à tel pourcentage, combien on va avoir, si ça va être efficace ou pas. Et ensuite ici c'est la commission un peu plus médicale, de voir est-ce que le vaccin est vraiment efficace ou pas, est-ce que du coup il faut vacciner tout le monde ou pas, etc. Donc en gros, ce qui se demande, c'est est-ce que la vaccination va être utile et est-ce qu'elle est faisable? Donc si elle est utile, ça veut dire il faut notamment qu'elle diminue la prévalence de la maladie, donc c'est-à-dire qu'elle diminue le nombre de cas, le nombre de malades, ou alors qu'elle évite aux plus vulnérables de tomber malades. On peut aussi juste choisir de vacciner les personnes qui sont les plus vulnérables. Et ils vont aussi se demander du coup si c'est faisable, et donc du coup si le vaccin est disponible, si on peut l'acheter, si ça ne va pas nous coûter trop cher d'acheter le vaccin comparé à ce que des malades en fait coûteraient dans le système de santé, sachant qu'évidemment la mort a un coût énorme dans les systèmes de santé, même si ça n'a pas un coût réel, c'est logique. Et du coup, pour donner un petit peu des exemples, donc est-ce qu'un vaccin peut être utile? Donc typiquement dans le cas de la grippe, on vaccine chaque année les gens qui sont vieux ou les gens qui sont jeunes parce qu'ils sont plus vulnérables à la grippe et qu'ils ont plus de complications. Et donc du coup on essaye de les protéger de cette grippe. Les personnes en pleine force de l'âge, entre guillemets, n'ont pas trop de chances de développer des complications. Du coup on choisit de ne pas les vacciner parce que en fait, c'est pareil, en fait, on dépenserait trop d'argent à vacciner la population qui a en gros 30 ans, comparé au fait que, ce qu'on pourrait en gagner en termes de nombre de personnes à l'hôpital. Typiquement, il y a très peu de personnes on peut le voir sur le graphe d'avant, qui tombent malades. Et autre exemple, pour la rougeole, typiquement, le but, c'est d'empêcher la transmission de la maladie. Donc là, en fait, la maladie, elle est tellement grave pour tout le monde et elle se transmet tellement vite qu'on va essayer complètement d'empêcher la transmission de la maladie. Donc c'est pas du tout le même type de vaccination. Là, le but, ça va être de vacciner vraiment presque tout le monde pour essayer de complètement annihiler le virus dans la population. Et ensuite, est-ce que la vaccination est faisable? Donc, par exemple, on peut regarder le prix du vaccin comparé au prix du traitement d'un patient. Donc ça, c'est un exemple pour l'hépatite B. Le vaccin, il coûte environ 25 €. Et donc Noémie vous a parlé quand quelqu'un du coup contracte une hépatite B, il a du coup une hépatite B aiguë au niveau du foie. Et dans 10 à 30% des cas, il développe une hépatite B chronique. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'est pas juste malade le temps, juste après avoir eu l'hépatite B, c'est un peu comme le VIH. En fait, il reste malade toute sa vie, dans 10 à 30% des cas. Et en fait, ces personnes-là, il va falloir les traiter. Et en fait, le prix d'un traitement, c'est environ 5 000 € par an par patient. Donc on voit bien que 25 € de vaccin contre 5 000 € par an par patient de traitement, c'est un petit peu... Bon, on préfère quand même vacciner. Et en plus, ces hépatites B chroniques, ce que vous disiez Noémie, elles conduisent généralement à un cancer du foie. Donc du coup,
encore plus une chose à éviter. Et donc le cas idéal pour protéger une population, en fait, c'est d'éradiquer complètement la maladie avec la vaccination. Parce que comme ça, on n'a plus de problème et on n'a même plus de questions à se poser. Donc un exemple, en fait, la seule maladie qui a vraiment été éradiquée sur Terre, c'est la variole. Donc il y a une maladie qui est très très vieille, qui a fait des millions de morts. Donc typiquement au XVIIIe siècle, elle tuait 1 enfant sur 10 en France, ce qui est quand même énorme. Au XXe siècle, donc le virus entraînait la mort de 300 à 500 personnes, 500 millions de personnes à travers le monde. Et jusqu'à récemment, il n'y avait pas de traitement efficace. Donc il y en a qui avaient essayé de faire des vaccinations, en fait. Il y a les Chinois qui avaient essayé de faire des vaccinations au XIe siècle. Donc en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient remarqué qu'il y avait des personnes qui étaient infectées de la variole qui étaient plus ou moins malades que d'autres. Et du coup, ils ont décidé de prendre les personnes qui étaient les moins malades, de prendre la variole de ces personnes les moins malades et de la donner à tout le monde. Comme ça, ils s'étaient dit, bon, bah, au moins tout le monde aura eu la variole qui est pas très agressive. Et donc du coup, on protège tout le monde. Le problème, c'est qu'en fait, les souches, elles étaient juste supposées moins graves, et en fait, selon les personnes, il y avait quand même un risque de décès monstrueux. Donc c'est pour ça qu'on ne dit pas que les Chinois ont inventé vraiment la vaccination. Le premier à vraiment avoir vacciné quelqu'un, en fait, c'est Jenner, qui, donc en 1896, a, donc, sur le principe d'un vaccin vivant atténué, il a... donc en fait, la variole infecte l'homme, mais infecte aussi les vaches, il faut savoir. Et en fait, du coup, le virus de vache est adapté à la vache. Et donc du coup, on peut le donner à des hommes, ce qui va créer des anticorps, donc induire une mémoire en fait immunitaire, et qui va protéger contre la variole humaine. Sauf que le virus de la vache ne va pas pouvoir nous rendre malades. Donc du coup, c'est précisément le cas d'une vaccination, sauf qu'en fait, lui, il a été cherché directement dans la nature, le virus, et il a infecté, du coup, protégé les hommes de la variole grâce à ça. Mais il a du coup fallu quand même attendre plus de 200 ans pour que ce vaccin-là soit vraiment bien étudié, etc., notamment par Pasteur avec la rage, etc., pour que du coup, en fait, on ait des politiques publiques pour essayer d'endiguer la variole. Donc ce qu'on va voir ici, donc ça c'est les cas de variole depuis 1920, donc on voit que ça fait quand même des gros pics, et là en fait bizarrement il n'y a plus rien du tout. Et en fait ce qu'on peut voir c'est que, en fait en 1958 ici il y a l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui a fait des campagnes de vaccination massive, et en 1967, donc à peu près ici, ils ont en plus rajouté des stratégies de surveillance pour voir où étaient les cas, et pour endiguer la variole. Et en fait, ici, donc en 1977, c'est le dernier cas de variole qui a été répertorié sur Terre depuis. Il y en a eu, il y en a plus. Le virus de la variole n'est plus présent sur Terre, à part dans des laboratoires super confinés qui se comptent presque sur les doigts d'une main. Et donc du coup, là, en fait, c'est le cas parfait de l'utilisation d'un vaccin. Comme ça, on a complètement éradiqué la maladie et elle n'infecte plus personne alors qu'elle faisait des millions de morts. Et donc le but, ça va être de réutiliser tout ça et potentiellement, du coup, d'éradiquer d'autres maladies et comme ça, de libérer le monde d'autres maladies. Donc pour ça, en fait, les chercheurs se sont mis à étudier la transmission de maladies dans une population, et notamment ont commencé à faire des modèles de transmission des maladies. Donc un des plus simples, c'est le modèle SIR, qui du coup prend une population comme ça, et on va mettre les gens dans des compartiments. Du coup, en fait, on a le compartiment des susceptibles, donc c'est les gens qui sont sains et qui peuvent être infectés de la maladie. Ensuite, on a les individus infectés, donc c'est les personnes qui sont malades et qui peuvent infecter des gens. Et les rétablis, R, qui sont des personnes qui étaient infectées et qui ne le sont plus, et du coup ne peuvent plus, grâce à la mémoire immunitaire notamment, devenir infectés. On les sort complètement. Du coup, ils sont rétablis. Et pour passer d'une classe à une autre, on imagine bien que les infectés vont infecter des susceptibles et que les infectés peuvent aussi se rétablir.
du coup, on va mettre des taux ici. Donc ici, les susceptibles, ils vont passer dans la classe infectée avec un taux bêta, qui est en gros le risque d'un infecté d'infecter un susceptible. Et ici, avec un taux gamma, ça va être le taux avec lequel les personnes malades vont en fait se rétablir de la maladie. Donc par exemple, la grippe, c'est à peu près une semaine. Voilà. Et il y a une chose qui est très importante dans ces modèles épidémiologiques pour vraiment les décrire dans une population, c'est en fait le nombre de reproductions de base, R0. Donc en fait, c'est le nombre moyen d'individus infectés lorsqu'on introduit un individu infecté dans une population susceptible. Donc c'est un peu compliqué, je vais vous l'expliquer juste après. Donc ici, dans le schéma, en fait, il est égal à bêta sur gamma. Donc en gros, il dépend du coup de la probabilité d'une personne infectée d'infecter les autres et du temps que va mettre un infecté à se rétablir. Et donc, si on prend une population, donc là on a une population complètement saine, on met du coup un individu infecté, et ensuite on regarde combien d'individus cette personne va infecter en moyenne. Donc là, typiquement, il a infecté en moyenne 5 personnes, donc ça veut dire que le R0 est de 5. Et donc, ce nombre de reproductions de base, on va pouvoir, en fait, grâce à lui, savoir si l'épidémie, comment se comporte l'épidémie en fait dans une population. Notamment, en fait, si ce R0 il est strictement inférieur à 1, en fait, par exemple, si moi je suis infecté, et si j'infecte moins d'une personne en moyenne, ça veut dire qu'en fait le nombre de personnes infectées dans la population va diminuer. Donc finalement, en fait, l'épidémie, elle ne va plus progresser, elle va régresser. Si le R0 à l'inverse, il est supérieur à 1, en fait, moi, si je suis infecté, je vais infecter plus qu'une personne, donc plus que, moi en tant que personne, donc une. Et donc du coup, l'épidémie, elle va se transmettre et progresser dans la population. Et donc vous imaginez qu'avec la vaccination, le but, ça va être d'essayer éventuellement de diminuer ce taux de reproduction, et comme ça, de passer d'une épidémie qui progresse dans la population à quelque chose qui ne progresse plus, et du coup potentiellement d'annihiler l'épidémie. Donc pour ça, on va utiliser la couverture vaccinale et calculer la couverture vaccinale critique. Donc la couverture vaccinale, c'est la proportion de personnes qui sont vaccinées dans une population. Et la couverture vaccinale critique, en fait, c'est la couverture vaccinale qui va permettre justement d'avoir un nouveau taux de reproduction de la maladie dans une population vaccinée, du coup, qui sera de 1. Donc c'est-à-dire que si la couverture vaccinale, elle est supérieure à la couverture vaccinale critique, on va avoir un nouveau R0, donc je le note étoile ici, qui va être inférieur à 1, et donc du coup, l'épidémie, elle va régresser dans la population, et du coup, on aura gagné, au moins elle sera contrôlée, si ce n'est comme la variole, elle va complètement disparaître dans la population. A l'inverse, si la couverture vaccinale, elle est inférieure à la couverture vaccinale critique, en fait, on va toujours être dans le cas où le R0 étoile, du coup, va être supérieur à 1, et du coup, la maladie va toujours se propager dans la population, et donc là, on n'est pas très content. Donc, si on reprend le schéma avec les petits points, donc on avait des individus sains, on a dit qu'on mettait un individu infecté, et là, par exemple, dans le cas de la rougeole, on prend un R0 de 16, c'est le R0 de la rougeole, donc ça veut dire qu'une personne va en moyenne infecter 16 personnes. Donc on voit que la maladie, elle se propage super rapidement dans la population, et si on vaccine les personnes, donc là par exemple j'ai introduit des personnes donc en vert qui sont vaccinées, on diminue largement le nombre d'infectés. Là typiquement on n'en a plus que 4. Et ensuite si on est à la vaccination, à la couverture vaccinale critique, qui est de 95% pour la rougeole, on va voir que là, on a juste l'individu infecté qui va infecter une seule personne. Du coup, on a à peu près gagné. Bon, il faudrait qu'elle infecte juste un tout petit peu moins d'une personne pour que ça régresse dans la population, mais du coup, c'est le principe.
Et notamment, on voit qu'une personne qui, ici, ne peut pas se faire vacciner, donc on a parlé tout à l'heure pour la rougeole des personnes enceintes ou des personnes immunodéprimées, mais en fait, elles vont être aussi protégées par la vaccination, puisque là, un individu, si on se rappelle du schéma, l'individu ici, il a infecté les 4 là, et donc du coup, en fait, il en affecte plus que un, et du coup, celui-là, il va pas pouvoir... là, il n'a pas récupéré la maladie. Du coup, c'est une bonne chose. On arrive à protéger des gens qui ne peuvent malheureusement pas se faire vacciner. Et du coup, la question, c'est pourquoi on n'a pas réussi à éradiquer toutes les maladies avec la vaccination. Donc déjà, le premier truc, c'est on n'a pas trouvé de vaccin pour toutes les maladies. Et il y a aussi que les R0, en fait, ils sont très différents selon les maladies. Donc si on prend la variole, qu'on a éliminé, le R0 il est de 3,5 à 6. Donc ça veut dire qu'une personne infecte en moyenne 3,5 à 6 personnes. Pour la grippe, par exemple, c'est 3 à 4, ou 2-3, ça dépend des modèles. Donc ça veut dire qu'une personne infecte en moyenne 3 personnes. Pour la rougeole, typiquement, c'est 16 à 18. Donc ça veut dire qu'une personne infecte 16 à 18 personnes. Donc c'est beaucoup plus que la grippe ou la variole. Et donc ici, on a une colonne avec la couverture vaccinale critique, donc on voit qu'elle varie du coup corrélativement au R0, et donc du coup que plus le R0 est grand, plus la couverture vaccinale doit être grande. Donc pour la variole, on a une couverture vaccinale nécessaire qui est de 70 à 80%. Pour la rougeole, par contre, on doit être à 94 ou 95%. Du coup, on voit peut-être pourquoi la variole a été éliminée et pourquoi la rougeole n'a pas été éliminée encore de la population. Bien que ça soit un but d'éliminer la rougeole, actuellement. Les États-Unis l'ont fait d'ailleurs. Donc ici, pour être un petit peu plus graphique, ici, on a donc le taux de reproduction de la variole, avec ici la couverture minimale de vaccination, qui est du coup inférieure à celle de la rougeole, dont le taux de reproduction, ou le nombre de reproductions de base, est supérieur. Du coup, la couverture minimale de vaccination doit être supérieure. Donc justement, si on prend le cas de la rougeole, donc avant l'arrivée de la vaccination en 1963, il y avait des millions, 2,6 millions de décès par an, donc par épidémie, qui se passe tous les 2-3 ans. Et en 2016, il y avait toujours, donc malgré la vaccination, 90 000 personnes qui décédaient dans le monde. Et même en France, actuellement, on a encore des épidémies. Donc comme on voit, en 2011, il y a eu une grosse épidémie. Actuellement, ici, en 2018, il y a une épidémie. Et même, en fait, cette année, il y a eu 3 décès dus à la rougeole en France. Donc clairement, la rougeole n'est pas du tout éliminée en France. Elle fait même encore des épidémies. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, si on regarde la couverture vaccinale, notamment de la rougeole, ici vous avez la légende. Donc on se rappelle que la couverture vaccinale nécessaire pour éliminer la rougeole, c'est 95%, 94-95%. Donc en fait, il faudrait que tout le monde soit en bleu foncé, même plus que bleu foncé, parce que là c'est 85%. Et en fait, il y a 1, 2, 3 départements qui sont à plus de 85% en France. Donc on voit que c'est largement en dessous, et en fait la moyenne de vaccination c'est 79%. Donc on est globalement à moins 20 points, un peu moins, mais 15 points, de la couverture vaccinale qu'il faudrait pour vraiment éliminer la rougeole, ou au moins vraiment bien contrôler les épidémies. Donc en fait, si on fait un petit calcul, là, à la couverture vaccinale actuelle, donc 79%, le R0 étoile dont je vous parlais, donc après vaccination dans la population, c'est 3,8. Ça veut dire qu'actuellement en France, si quelqu'un se fait infecter par la rougeole, vu que tout le monde n'est pas vacciné, il va en moyenne transmettre la rougeole à presque 4 personnes. Alors qu'à la base, on voulait que ça soit moins de 1 personne. Donc on voit que potentiellement un problème. Et en Europe, en fait, c'est le même cas. Donc en vert foncé, ici, on a les pays qui ont la couverture vaccinale critique, donc qui sont en gros au point
pour éliminer la rougeole. Par contre, tous les autres, notamment la France qui est un peu derrière, en fait, ils n'ont pas encore la bonne couverture vaccinale. Donc du coup, pourquoi on n'arrive pas à éradiquer les maladies à cause de la vaccination? Donc il y a une première raison, c'est que la population n'est pas assez vaccinée quand le vaccin existe. Sinon, effectivement, ça peut être juste difficile de trouver un vaccin et du coup, on n'arrive pas à avoir des vaccins qui sont assez efficaces. Par exemple, la grippe, le vaccin n'est pas assez efficace, la coqueluche non plus. Et il y a aussi les nouvelles introductions de la maladie. Donc par exemple, avec les réservoirs animaux, donc si on prend le cas de la rage, on aurait beau vacciner toute la population, avoir une bonne couverture vaccinale, dans tous les cas, en fait, on peut récupérer la rage de singes ou de chiens. Et donc du coup, en fait, on a des introductions toujours un petit peu différentes du virus. Et donc du coup, finalement, on peut toujours... il y a toujours un petit peu de maladies et de virus dans la population. Et sinon, le virus aussi peut muter. C'est le cas de la grippe aussi. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver un vaccin. Et le VIH, c'est un peu le même cas. À peu près. Tu nous en parleras peut-être. Mais donc du coup, la mutation, en gros, c'est, par exemple, pour la grippe, c'est le virus, en gros, tous les 3 ans, il change de manteau. Et du coup, le système immunitaire, il n'arrive plus à le reconnaître. Donc en gros, on a beau avoir eu la grippe 2-3 ans auparavant, vu que le virus a changé de manteau. Et donc du coup, d'apparence, le système immunitaire ne le reconnaît plus. Et donc, on retombe malade. Et donc, pour un vaccin, c'est un problème, parce qu'il faut faire des vaccins, du coup, tous les ans. Et il faut deviner quel manteau aura le vaccin à chaque année, ce qui est compliqué. Et c'est pareil, la recherche y travaille, mais on n'a pas encore trouvé. Et du coup, si on parle des 11 vaccins obligatoires en France, du coup, on peut regarder, donc, quand on parlait de l'utilité des vaccins tout à l'heure, donc il y a 2 buts de la vaccination globalement, c'est d'éviter la transmission ou d'éviter les cas. Donc par exemple, si on prend le tétanos, de toute façon, il n'y a pas de transmission homme-homme du tétanos, on le récupère juste, on se fait infecter quand on se coupe ou qu'on s'érafle sur quelque chose de rouillé. Et donc du coup, là, le but, c'est d'éviter les cas, parce que c'est très grave, et donc du coup, on essaye d'éviter de tomber malade, donc là, la vaccination est très bien. Sinon, après, on peut regarder, pour éviter la transmission, du coup, on peut regarder le R0 des maladies et regarder la couverture vaccinale minimale ou critique et la couverture vaccinale actuelle. Donc, on voit que il y avait des vaccins qui étaient obligatoires, je ne sais plus lesquels. Mais bon, du coup, là, les 11 vaccins sont obligatoires actuellement, et donc on voit que ici, la protection est très bien. Donc à 97%. Après, ici, en fait, on a les nouveaux vaccins obligatoires. Et donc, du coup, il y en a certains comme l'hépatite B dont le but est d'éviter la transmission, parce que, comme on disait, ça peut conduire à un cancer et à des traitements lourds. Donc, du coup, on essaye d'éviter cette transmission. Et sinon, on a d'autres maladies, typiquement les pneumocoques ou méningocoques, dont on essaye plutôt d'éviter les cas parce que ça mène à des méningites ou des pneumonies qui sont très graves, et donc du coup, on essaye de les éviter. Donc voilà, et on peut voir du coup regarder un petit peu les couvertures vaccinales actuelles et ce qu'il faudrait pour éradiquer la maladie, et dans certains cas, c'est suffisant, et dans certains autres cas, c'est pas suffisant. Donc voilà, donc en conclusion, on a un système immunitaire qui est une super armée pour se défendre contre les maladies, et notamment les virus, mais des fois ça marche pas très bien, c'est pas très efficace, où il y a des personnes qui ont malheureusement pas un système immunitaire très performant, et donc du coup on a la vaccination qui permet de nous préparer et préparer notre système immunitaire à être plus efficace quand la maladie arrive. Et grâce à des modèles épidémiologiques, on peut essayer de prévoir et d'évaluer les mesures nécessaires pour qu'on puisse se protéger et protéger une population d'un virus et d'une épidémie. Et voilà, merci de votre attention. Les questions ? Je sais pas si... Vous avez des questions ? Oui.
déjà eu des cas, enfin, est-ce qu'on peut prévoir une vaccination pour les animaux si jamais c'est une maladie extrêmement grave et est-ce que ça existe Dans le cas de la rage, il me semble qu'il y a une vaccination Il y a une pour vaccination, oui. les animaux. Après, souvent la rage, elle est transmise par des animaux qui sont sauvages et du coup, on n'a pas une couverture qui est facile à réaliser sur ces animaux. Et c'est ça, en fait, même si on est vacciné contre la rage et on est toute la population protégée, si à un moment donné on arrête de se vacciner, on se fait mordre par ces animaux-là, ben, on risque de réintroduire en fait la maladie. Donc c'est pas facile les renards, les souris, les chiens, les singes, on ne peut pas tous les contrôler et les vacciner et c'est ça en fait le danger. Et c'est pour ça que c'est important aussi de se vacciner de notre côté. Toujours, malgré le fait qu'on n'ait pas de cas dans la population humaine, soi-disant, c'est toujours important d'être vacciné. D'autres questions? Et sur les phages, il y a des recherches sur les phages? Les phages, c'est des virus qui infectent les bactéries. Donc oui, il y a des recherches sur les phages, mais en fait, ils sont utilisés, c'est pas... vu qu'ils infectent en fait pas l'homme directement, on les utilise pas comme outil de vaccination directement. Ce serait une alternative plutôt que vu que ça infecte les bactéries, comme j'ai expliqué, en fait, la clé et la serrure ne correspondent pas en fait à la serrure des cellules humaines. Donc, ça serait compliqué de trouver un moyen d'utiliser les phages pour infecter, pour stimuler le système immunitaire, vu qu'ils appartiennent pas aux mêmes espèces, en fait. Avant de complètement modifier un phage et de le rendre... je sais pas si c'est possible, mais de le... C'est pas trop après. On ne pourrait pas utiliser un phage pour... Est-ce qu'il y a des recherches pour utiliser des phages pour tuer des bactéries pathogènes, par exemple? Oui, ça oui. Vu que les phages, ils infectent les bactéries et souvent les détruisent, oui, ça oui. Et vous disiez qu'il y avait une histoire de rentabilité quand même. Est-ce qu'il y a des vaccins qui n'ont pas été développés parce que c'était pas assez rentable? Bah oui. Oui. Dans le cas de Ebola, par exemple, Ebola existe déjà depuis plusieurs années en Afrique. Mais le vaccin n'a pas été vraiment développé vu que c'était limité à l'Afrique et si je me trompe pas, en fait, l'Afrique ne pouvait pas se permettre en fait les coûts de production du vaccin. Ouais. Mais dès que en fait le virus est arrivé en Europe, bah, là la situation était différente. Ça c'est le côté obscur des maisons pharmaceutiques. Mais oui, c'est ça. Bah, là, on peut voir les coûts un petit peu. Enfin, c'est vraiment à la louche, mais de recherche, du coup, de développement, enfin, de tests cliniques et ensuite de vraiment mise sur le marché. Et en fait, c'est quand même très très cher de produire un vaccin. Et du coup, malheureusement, les entreprises pharmaceutiques font attention à ce qu'à la fin, donc ici on pourrait mettre un homme qui se fait vacciner, celui-là il peut payer, ou le gouvernement peut payer pour tout ce que le labo pharmaceutique en fait a fait. Et donc dans le cas d'Ebola, vu que les personnes à la fin de la chaîne étaient africaines notamment, bah, ils ont été un peu moins motivés, on va dire. Voilà, c'est un des problèmes. D'autres questions? Bon, bah, merci. Merci à vous.